Paris, pour le groupe Changer Paris notamment. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes accompagné en plateau d'Alexis Tordeau. Alexis Tordeau, vous êtes avocat et en visio avec nous, Dany Perrenot, vice-présidente de l'association Paysages de France. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Je vais commencer avec une dimension juridique. Concrètement, que nous dit le droit sur ce sujet ? Le droit sur ce sujet, il est assez clair. On a un principe qui effectivement interdit pour les bâtiments qui sont justement protégés et qu'on ne peut pas, à part quand il y a des travaux de rénovation, afficher justement des pubs. Et par contre, il prévoit une exception qui permet, dans le cadre de travaux de rénovation, à condition de démontrer effectivement que cette publicité et les recettes publicitaires sont obtenues et engagées directement dans ces travaux de rénovation. Et à ce moment-là, effectivement, on peut bénéficier de recettes publicitaires dans le cadre de ces travaux de rénovation. D'accord, donc des bâches publicitaires uniquement quand il y a des travaux, et les recettes, elles doivent directement servir finalement à la restauration de ce bâtiment, c'est ça ? Exactement, directement aux travaux de rénovation et absolument pas dans d'autres financements, puisque je sais que ça avait été un petit peu évoqué par justement le député. En réalité, notamment, on a eu l'exemple dans le cadre du Grand Rex, on s'est rendu compte, ça appartient d'ailleurs à une personne privée, que ces recettes publicitaires avaient directement servi à cette rénovation, et d'ailleurs c'est sublime, donc on s'est quand même rendu compte. Oui, le résultat est très joli, on en parlera tout à l'heure. Jean-Philippe Tanguy dit que nous avons largement les moyens de financer la restauration de notre patrimoine. C'est pas tout à fait ce que disent l'état de nos finances publiques, hein, Aurélien Véron. Écoutez, alors vous avez cité un chiffre de 138 millions de recettes pour la ville de Paris. C'est le montant de toutes les publicités dans la rue, incluant les publicités permanentes, notamment les petites, je ne sais plus comment on appelle ça, les espèces d'affichettes qu'on voit qui défilent. Donc notamment sur les kakémonos, c'est ça ? Pas les kakémonos, mais les défilés dans les... C'est plus Jean-Claude Decaux, c'est l'autre entreprise qui a récupéré le contrat. Mais en tout cas, ce sont des affiches, des pubs permanentes, pas les bâches. Les bâches, on doit être dans les 10 millions. En revanche, l'État français touche aussi plusieurs dizaines de millions de ces différents chantiers. Il y a un sujet, moi je vois deux sujets dans la fontaine pas Saint-Sulpice, la fontaine Saint-Michel va être refaite avec une bâche qui va rapporter 5 millions d'euros à la ville de Paris. Et il y aura d'ailleurs un excédent, si je dis pas de bêtises, de 2,74 millions d'euros de bénéfices nets supplémentaires qui va pouvoir servir à d'autres travaux de rénovation. Comment ça marche dans ces cas-là, justement ? C'est reporté sur un autre chantier. Est-ce que c'est prévu par la loi ? Alors déjà sur ce point, on va quand même rappeler qu'il y a un contrôle quand même qui est fait là-dessus, c'est-à-dire que même quand je veux effectivement obtenir des financements publicitaires, vous avez l'administration via un architecte des bâtiments de l'État qui vient effectivement vérifier si c'est possible. Donc il y a déjà une étude. Donc l'argument du député du Rassemblement national qui est de dire ça vient en les dire. En réalité, il y a des architectes qui contrôlent justement si cette pub elle pourrait porter un préjudice à la valeur du monument historique, etc. Donc il y a déjà finalement une commission qui est chargée de... C'est déjà, et d'ailleurs je vais aller plus loin. Il y a eu en mai, je crois, 2 députés qui au contraire avaient estimé qu'il fallait favoriser cela justement parce que c'est déjà très contrôlé, c'est 50% maximum, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement mettre des publicités sur des travaux de rénovation, mais à hauteur de 50% maximum des travaux. Ils avaient estimé que c'était pas assez et qu'il fallait aller plus loin et qu'il fallait au contraire... Donc c'est vraiment deux visions qui s'opposent sur ce sujet. Et je pense qu'il faudrait plus aller justement dans ce sens-là, encore plus à une époque où on a un déficit qui explose et justement où on a des objectifs pour 2025 de réduction de déficit. Justement, j'aimerais vous faire réagir, Dany. Prendre les gens pour des crétins, évidemment, c'est un peu tous les populismes de gauche comme de droite. Et je vois le RN venir sur ce terrain-là, ce terrain insidieusement anticapitaliste, insidieusement anti-entreprise, qui veut finalement ramener le citoyen à quelqu'un qui est faible, qui est fragile. Vous demandez à votre voisin si, face à la publicité, ils se sont agressés et forcés de consommer. Évidemment que non. Et quand on vote, on est également responsable de nos choix. Elle est partout dans nos villes. Elle éclaire le métro, elle éclaire... voilà, heureusement qu'elle est là dans le métro parce que ça serait terriblement sombre. Également en permanence. La presse en vit, les télévisions en vivent. La liberté de la presse est assumée grâce à la publicité. Par la publicité. Alexis Tordeau, une question concernant ces bâtiments, puisque certains sont des bâtiments publics, mais d'autres sont des bâtiments privés. Est-ce que des bâtiments privés ont le droit de décider différemment, justement, sur ces questions en matière d'affichage publicitaire ? Déjà sur la question de la pollution visuelle, puisque c'est un peu ce qui a été sous-entendu par l'intervenante précédente, c'est très subjectif et c'est de l'idéologie. Comment on peut considérer finalement que des échafaudages sont plus agréables visuellement que finalement des mécanismes de publicité, surtout quand ils sont vérifiés par des architectes
dont c'est le métier. Exactement, et qui vérifient et qui sont pour avoir sollicité des autorisations en tant qu'avocat. Mais madame parle de gigantisme, c'est vrai qu'on le voit sur les images d'ailleurs qu'on fait défiler pendant qu'on discute en plateau, c'est vrai que ces publicités ont eu tendance à prendre de plus en plus de place quand même dans notre espace public. Bien sûr, mais pour aussi avoir vu des travaux où il n'y avait que des échafaudages, c'est pas forcément plus agréable, et au contraire, vous avez beaucoup de citoyens qui estiment que ces publicités donnent une vraie plus-value, parfois, donc encore une fois, c'est plus de l'idéologie qu'une réalité et que quelque chose qui est ressenti par les citoyens français. Sur le fond, très bonne question, on sait que plus de 50% de ces bâtiments-là sont détenus par des personnes privées. On va reprendre l'exemple du Conrex, c'est une personne privée. Enfin, personne vient dire à M. Tanguy comment il finance ses travaux de rénovation. S'il a envie de faire de la publicité pour les financer, il fait ce qu'il veut. Bah, c'est la même chose pour le Grand Rex. À un moment donné, et d'ailleurs... potentiellement, ça a été une bonne idée, puisque les travaux ont été très bien faits, le résultat final est excellent. Justement, j'aimerais qu'on regarde l'échange de tweets, si vous le voulez bien, entre Jean-Philippe Tanguy et le Grand Rex. Jean-Philippe Tanguy qui se félicite de cet abriser justement l'ADN de la marque, oui, de s'associer à un monument comme... Oui, ça reste de la pub. Voilà. Et derrière, ça perd de leur intérêt, si, en effet. Juridiquement, si on suit la demande de Jean-Philippe Tanguy et sa proposition, est-ce que ça impliquerait une sorte de charte, finalement? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, distinguerait une bâche décorative d'une bâche comme celle qui est en ce moment devant l'Opéra de Paris, certes à l'effigie d'une marque, mais qui reprend les codes du bâtiment? Ça deviendrait compliqué, non, à encadrer? Déjà, a priori, ça impliquerait une réforme, parce que pour l'instant, il y a une position qui est claire, avec justement des règles qui sont strictes. Je le disais, 3 conditions, effectivement, 50% maximum, le passage d'un architecte des bâtiments de l'État, et bien sûr, un financement publicitaire qui va directement dans les travaux de rénovation. Comment on ferait avec des mécènes? Déjà, il n'y a aucune étude qui a été faite, ça a été très bien dit par l'intervenant précédent. Enfin, c'est des idées qui sont lancées à l'emporte-pièce, sans vraie étude. On n'en sait rien en réalité. On ne sait pas si ça fonctionnerait. Et surtout, qui justement irait financer justement de cette manière-là. Donc c'est un vrai débat, mais effectivement, si vous pensez que les mécènes finalement ne suivraient pas? On ne sait pas, on n'a pas essayé, on ne sait pas comment ça fonctionnerait. Enfin, je veux dire, ils ne donnent pas d'arguments factuels par rapport à ça. On n'a pas pris d'avis, entre guillemets, avant cette proposition d'amendement. Même avant d'envisager un bouleversement juridique, déjà, voyons factuellement comment on arriverait à le mettre en place et qu'est-ce que ça donnerait aussi au niveau des chiffres et comment justement on obtiendrait les financements qu'on obtient. Parce que pour l'instant, on a démontré dans l'actualité, l'église de la Madeleine, le Grand Risque, ça rapportait de l'argent et ça permettait effectivement de donner des chantiers qui étaient finalement bien traités. L'église Saint-Augustin également à Paris, l'hôtel de la Marine qui ont été concernés récemment par des travaux de rénovation. Dany Perrenot, si l'amendement est voté à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a une chance de passer dans ces termes ? Ça me paraît compliqué. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, surtout, comme je disais, ça va impliquer déjà de voir factuellement comment on le met en place, les bouleversements juridiques que ça entraîne, quelles conditions, parce qu'il faudra forcément le conditionner. Donc en l'état, je ne sais pas, parce que pour l'instant, on se base sur un tweet. Donc on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'informations, mais effectivement, pour que ça entraîne un vrai bouleversement, il faudra faire toutes les modifications nécessaires, y compris celles qui sont au sein du Code de l'environnement. Donc ça impliquera effectivement beaucoup de travail et M. Tanguy, sur ce point, reste un petit peu en surface et exprime des positions de manière un petit peu superficielle à l'emporte-pièce et sur des sujets qui pourtant nécessitent un vrai travail de fond.